love. Sweetheart to miss, Sweetheart to miss, sugar to kiss. sugar to kiss. Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo un peu spéciale car elle traitera d'un film et des chansons que l'on y trouve plutôt que de se concentrer sur un seul groupe et une seule chanson. Nous sommes en 1978 quand John Belushi et Dan Aykroyd se mettent dans la peau de personnages authentiques, les Blues Brothers, sur le plateau du Saturday Night Live. C'est grâce à Paul Shaffer que le projet aura pu aboutir et Paul Shaffer figurera lui-même dans le film Blues Brothers 2000 en hommage à John Belushi, mais ne sera pas présent dans le premier opus. C'est Paul Shaffer également qui permettra au groupe de s'entourer de musiciens de talent tels que Lou Marini, Matt Murphy ou encore Tom Malone ou Alan Rubin. Belushi souhaitait des bluesmen passionnés. Non, de bluesmen, et non pas des bluemen, ça n'a rien à voir. Et tout ça pour créer un style rafraîchissant, capable de faire fusionner les cuivres jazz de New York avec de la soul ou encore le blues de Chicago. Belushi proposa de créer une histoire pour les frères blues, qu'il joue avec Aykroyd. Le projet est accepté par Universal pour un budget de 30 millions de dollars. Le film sera réalisé par John Landis en 1980 et est connu pour faire intervenir activement plusieurs artistes musicaux qui étaient encore très en vogue à l'époque, tels que James Brown, Aretha Franklin ou Ray Charles. Steven Spielberg et John Landis joueront eux-mêmes deux personnages mineurs dans le film, à savoir un percepteur et un shérif. La costumière du film, Deborah Nadelman, aujourd'hui mariée au réalisateur Landis, a fait le choix de s'inspirer des tenues originales des personnages des Blues Brothers, mais en faisant le choix de les comparer aux Laurel et Hardy du blues, c'est-à-dire en soulignant leur physionomie, verticale pour Elwood, horizontale pour Jake. Elle a opté pour des chapeaux Trilby et souhaitait des lunettes Ray-Ban Wayfarer, un modèle de 1950 qui ne se faisait plus à l'époque. Seul Jake porte des Wayfarer et elles ne sont pas noires, tandis qu'Elwood porte un style qui correspond en fait au modèle personnel de l'acteur, donc des Style-Rite Optical. Les frères Jake et Elwood Blues sont deux personnages stoïques et imperturbables. Ils se sont rencontrés dans l'orphelinat de Sainte-Hélène, où ils furent pris sous l'aile de Curtis, le concierge, joué par Cab Calloway. Curtis qui leur apprit l'harmonica et le blues. Pour autant, ce ne sont pas des grenouilles de bénitier, tout comme le souligne leur rencontre, leur retrouvaille avec la mère supérieure. Après l'orphelinat, ils montèrent leur groupe de musique, l'orchestre, comme ils disent dans la version française, les Blues Brothers. Mais Jake se fait prendre lors d'un braquage à main armée et au lieu d'aller à son mariage, il va en tôle. Le groupe en profitera pour se dissoudre. Le film commence à la libération de Jake, qui retrouve Elwood dans une Dodge Monaco de 1974. Accessoirement, une voiture de police. Jake n'oubliera pas de souligner d'ailleurs l'ironie de sortir de prison pour être récupéré dans une voiture de police. Ils apprennent que l'orphelinat catholique où ils ont grandi est surendetté et qu'ils ont 11 jours pour payer les arriérés de la taxe foncière au siège de Chicago. Les deux frères pensent que c'est mission impossible. Curtis va les orienter vers l'église Triple Rock pour qu'ils assistent au sermon du père Cléophus, interprété par James Brown. Les frères Blues partent alors en Mission pour le Seigneur. Après l'illumination divine de Jake, digne des meilleurs films de science-fiction, et décident de reconstituer leur ancien groupe, l'orchestre, pour repartir en tournée et ainsi récolter la somme que l'orphelinat doit payer. Leur conduite tout à fait insouciante dans la
Bluesmobile attire l'attention d'un agent de police qui reconnaîtra la voiture pour quelques 180 infractions au code de la route. Donc après une glorieuse fuite à travers un centre commercial bondé, en voiture, ils finissent par semer les forces de l'ordre et rentrent dans l'appartement d'Elwood qui est tout juste digne d'une chambre étudiante après avoir esquivé stoïquement une roquette envoyée par l'ex-fiancé de Jake. Cette dernière fera sauter tout le bâtiment le lendemain matin en voyant la police se pointer pour choper les deux frangins, mais ceux-ci sortent tranquillement des débris et partent à la reconquête de leur ancien groupe. Ils vont progressivement récupérer chacun des membres, en commençant par Murphy et les Magic Tones, qui est un groupe totalement indescriptible. Ce qu'ils font n'amuse pas, parfaitement ennuyeux, c'est minable, et quand les Blues Brothers se pointent lors de leurs concerts, les gens sont incapables même de les écouter tellement le charisme n'y est pas. Après avoir convaincu le groupe des Magic Tones de reprendre l'orchestre, ils se feront encarder pour aller chez Paul, un grand restaurant, pas la boulangerie, et pas moi non plus, pour récupérer Monsieur Fabulous. Et ils feront scandale à l'intérieur du restaurant jusqu'à ce que Monsieur Fabulous se décide à les rejoindre. Donc en gros... Mais c'est le verre à eau, monsieur. Combien que tu me vends tes femmes, toi? Vends-moi tes enfants. Combien que tu me la vends, ta femme? On remonte l'orchestre des Blues Brothers. Nous allons remonter l'orchestre des Blues Brothers. Si tu dis non, on vient de recruter dans cette boîte 3 fois par jour, petit déjeuner, déjeuner et dîner, tous les jours de la semaine. Ils lui mettent une épée de Damoclès au-dessus de la tête, bien comme il faut. Le lendemain, les frères traverseront une manifestation des droits du Parti national socialiste et fonceront sur nos chers amis politiquement pas très corrects, je vais me faire démonétiser, suffisamment vite pour que ces messieurs en uniforme plongent dans le fleuve et décident de s'occuper de leur cas. Ils arrivent ensuite dans le quartier afro-américain sur Bad to the Bone pour réquisitionner Blue Lou Marini, qui est alors mariée à sa patronne, interprétée, elle, par Aretha Franklin, qui essaiera de l'en dissuader sur film. Le groupe au complet retrouve ensuite un Ray Charles en pleine forme qui leur vend des instruments de musique et il semblerait qu'il y ait déjà un petit passif avec le personnage puisque les Blues Brothers lui doivent déjà, je crois, quelques $1500 pour leur précédent concert, donc avant l'incarcération de Jake, c'est dire. Notre cher Ray Charles vendra un de ses claviers, un de ses orgues, qui a l'air un peu miteux, en jouant dessus son titre. Shake it out, baby. Il finira par leur louer tout ce qu'il leur demande à crédit. Jake improvisera sur la route une histoire pour les faire jouer dans un bar country. Ils seront très vite hués en voulant jouer Gimme Some Lovin', mais ils séduisent finalement la foule en interprétant le thème de Rawhide. Jake aura réussi à enfler le patron qui leur demandait son dû pour le coût des boissons que le groupe avait consommées. Par la suite, il négocie dans un sauna avec une vieille connaissance qui leur propose de jouer dans la salle du Palace Hotel. Curtis s'occupera de faire la publicité pour le concert à l'aide des enfants de l'orphelinat qui distribueront des flyers dans les rues, pendant que Jack et Elwood circulent sans cesse à travers toute la ville et voire même tout le canton en criant dans leur mégaphone, dans leur Dodge Mobile, qu'ils vont jouer. Et ils attirent l'attention de toutes les personnes déjà qui en veulent à leur santé. Ils font tant et si bien leur travail qu'ils tomberont en panne d'essence, qu'ils pousseront leur voiture jusqu'à une station-service elle-même en panne d'essence, que la citerne est à la bourre. Pendant ce temps, Curtis devra tenir en haleine la foule, la salle étant pleine. Il interprétera avec l'orchestre. Quand la troupe se retrouve enfin au complet, les frères Blues font montre de patience,
ce qui n'est déjà plus le cas de la foule. Et alors qu'ils s'enjaillent sur une musique très entraînante en entrant sur scène, ils feront une prestation à toute épreuve de Everybody Needs Somebody, titre qui correspond pour le coup énormément à la situation, étant donné que les fonds qui sont censés récupérer va revenir à un orphelinat. Donc c'est une bonne cause humanitaire pour le coup. Enfin, ça correspond assez à l'idée de tout le monde a besoin de quelqu'un. Enfin, vous voyez. Elwood ne manquera pas d'ailleurs de remercier les forces de police de l'Illinois qui l'aura remarqué en contrebas. Après avoir fait leur prestation de Everybody Needs Somebody et avoir participé à la partie chant de Sweet Home Chicago, les deux frères s'échappent discrètement en coulisses en passant derrière la batterie et ils seront alpagués par un producteur qui ne demande rien de mieux que les enregistrer et qui leur file même une enveloppe avec une avance qui contient tout ce dont ils avaient besoin pour rembourser leurs dettes. Ils demanderont alors au manager de rembourser le vendeur d'instruments, alias Ray Charles, donner des fonds pour l'orchestre et bien entendu ils emportent le reste pour faire la plus grande course-poursuite de l'histoire du cinéma. Et toute la nuit ils rouleront pour atteindre Chicago et pour transmettre la mallette avec tout l'argent que l'orphelinat devait. Et alors que Steven Spielberg récupère la somme, on leur met les menottes, transition, prison, Jailers Rock, fin. Le 19 juin 2010, le Vatican aura reconnu la dimension catholique de la mission de Jake et Elwood Blues. Et le film détient le record mondial des carambolages de voitures. Il est question de 13 bluesmobiles et de 30 à 60 voitures de police détruites durant le tournage. Jusqu'à la sortie de G.I. Joe en 2009, donc, le film aura détenu le record de plus grand nombre de véhicules détruits. Et de destructions diverses d'ailleurs. Le centre commercial dans lequel a eu lieu la première course-poursuite a été réaffecté spécialement pour le film, par exemple. Amis rockers, amis rockeuses, cette vidéo est maintenant terminée. Et vous aurez la suite très prochainement pour avoir le détail autour des différentes chansons du groupe. Donc, soyez patients et surtout, restez rock. Non mais genre t'es sérieux là, ça fait 1 an et demi que t'as pas pondu une vidéo et là tu finis ça comme ça normal. Ouais. Attends, t'as dit 1 an et demi ?